Bienvenue à notre analyse du jour. Aujourd'hui, on se concentre sur un document vraiment essentiel quand un CDI prend fin en France, le fameux solde de tout compte. On s'appuie sur un article assez clair du site l'AP Facile qui s'intitule « Le solde de tout compte en CDI ». L'objectif, c'est de décrypter un peu ce qu'il y a dedans, quand on doit le recevoir, et surtout, qu'est-ce que ça change de le signer ou pas. C'est une étape importante, la fin de contrat. Ah oui, absolument. C'est vraiment le document qui vient mettre un point final, disons, sur le plan financier entre l'employeur et le salarié. Comprendre comment ça marche, c'est fondamental. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce solde de tout compte? L'article détaille bien les choses. Il y a le dernier salaire, évidemment, Oui, le salaire dû. mais aussi les indemnités de fin de contrat, l'indemnité pour les congés payés qui restent, le prorata des primes éventuelles, les heures sup, les RTT non pris. Ah oui, c'est complet comme récapitulatif, hein. C'est ça, c'est un inventaire financier, si on veut. Et l'employeur, il a une obligation stricte de le remettre. C'est au plus tard à la fin du contrat. À la fin du contrat, d'accord. Concrètement, si le préavis est travaillé, c'est le dernier jour. Si le salarié est dispensé de faire son préavis, l'article dit que c'est soit le jour où il quitte physiquement l'entreprise, soit à la date où le préavis aurait dû se terminer. D'accord. Et si l'employeur traîne un peu, s'il ne le donne pas tout de suite? L'article parle de recours. Oui, oui, un retard, ça peut justifier une action direction le Conseil de prud'homme, le tribunal pour les litiges du travail. On peut demander des dommages et intérêts. L'employeur doit vraiment le fournir à temps. Ok, c'est noté. Mais alors, le point qui a l'air vraiment, vraiment central d'après l'article, c'est cette histoire de signature. Faut signer, faut pas signer. C'est quoi les vraies conséquences? C'est là que ça devient, oui, stratégique. L'article est très clair là-dessus. La signature, elle n'est pas obligatoire du tout. Ah bon? Pas obligatoire. Non, mais attention, parce que signer ou pas, ça change tout pour la suite. Si le salarié signe ce reçu, eh bien, il devient libératoire pour l'employeur, mais seulement pour les sommes qui sont écrites dessus. Libératoire. Ça veut dire quoi exactement, libératoire? Ça veut dire qu'une fois signé, il y a un délai de 6 mois. Et passé ces 6 mois, le salarié ne peut plus venir réclamer quoi que ce soit sur les montants qui sont indiqués sur ce reçu. L'employeur est, en quelque sorte, tranquille sur ces sommes-là. 6 mois seulement. Attendez, mais ça met une pression énorme, non? Pour vérifier des calculs qui sont parfois complexes, surtout après plusieurs années dans une boîte. Exactement, c'est très court. Et on peut faire quelque chose pendant ces 6 mois si on se rend compte d'une erreur après avoir signé? Oui, heureusement. Si on a un doute ou si on trouve une erreur dans ce délai de 6 mois après la signature, il faut absolument dénoncer le reçu. Ça se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est important, le recommander. Une lettre recommandée, d'accord. Oui, une LRR envoyée à l'employeur où on explique précisément ce qu'on conteste, les points de désaccord sur les calculs. Et si on fait ça bien dans les 6 mois, Ça annule l'effet libératoire. voilà, exactement. L'effet libératoire des 6 mois saute. On n'est plus coincé par ce délai court. Et alors, si on ne signe pas du tout, ou si on a bien envoyé la lettre recommandée à temps, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas signé, le reçu n'a aucune valeur libératoire pour l'employeur. Jamais. Et si on a signé puis dénoncé à temps par recommandé, c'est pareil. L'effet libératoire est annulé. Donc dans ces cas-là, Dans ces cas-là, on retombe sur les délais de prescription classiques pour agir en justice. C'est beaucoup plus long, généralement c'est 3 ans pour réclamer des salaires, 2 ans pour un problème lié à l'exécution du contrat et 1 an pour contester la rupture elle-même. Donc on a plus de temps pour vérifier et agir si besoin. c'est nettement plus clair comme ça. Donc, ne pas signer, ça semble être la prudence de base si on a le moindre doute pour se laisser le temps. L'article parle aussi d'écrire sous réserve quand on signe. Ça a une vraie valeur, ça? Alors, l'article le mentionne, oui, mais en pratique, la valeur juridique de la mention sous réserve seule est souvent considérée comme assez limitée par les tribunaux. Ce n'est pas une garantie. Ah d'accord. La vraie démarche fiable pour contester après avoir signé, c'est vraiment la lettre recommandée dans les 6 mois. Et si même après ça, le désaccord reste entier, là, il n'y a plus que le conseil de prud'homme. D'accord. Un dernier point important que la source aborde. La fiscalité. Est-ce qu'on doit déclarer ces sommes aux impôts? Oui, bonne question. Alors, le principe général, c'est oui. La plupart des sommes qui figurent sur le solde de tout compte sont imposables. Elles rentrent dans le revenu imposable. D'accord. Donc, impôt déçu. Mais il y a des exceptions notables. L'article le précise bien. Par exemple, certaines indemnités de licenciement peuvent être exonérées, en partie ou totalement, sous condition. Pareil pour les indemnités de départ à la retraite ou celles d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan social, un PSE. Donc, il faut vérifier au cas par cas.
Exactement. Le conseil, c'est de bien regarder la nature de chaque indemnité reçue pour savoir si elle est imposable ou non. Ça peut faire une différence. Parfait. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce solde de tout compte, ce n'est pas juste un bout de papier qu'on signe vite fait en partant, c'est un acte qui a de vraies conséquences juridiques. Tout à fait. Comprendre ce délai de 6 mois si on signe, savoir qu'on n'est pas obligé de signer et connaître la procédure pour contester avec la lettre recommandée, c'est vraiment essentiel pour être sûr que tout est en ordre quand on quitte son job en CDI. C'est exactement ça. C'est une question de vigilance, de connaître ses droits financiers au moment où la relation de travail se termine. Et d'ailleurs, ça soulève une autre question pour aller peut-être un peu plus loin. Ah oui? Oui, au-delà de la simple vérification de ce document financier, quelles autres démarches, qu'elles soient administratives ou même plus personnelles, sont conseillées juste après avoir quitté un emploi pour assurer une transition la plus sereine possible vers la suite, quelle qu'elle soit? C'est une réflexion intéressante à avoir, je trouve.